Il y a vraiment eu les JO à Grenoble. On se donne rendez-vous à VH ou au PPM? Avant, Grenoble, ça s'appelait Cularo. Un narvalos, c'est un bébé phoque. On peut voir le Mont Blanc depuis la Bastille? On prend les bulles ou on monte à pied? Allez, je prends mon vélo et j'arrive. Relief. 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 Le podcast du magazine Gremag. Au bord de l'Isère, le musée de Grenoble se dévoile dans un élégant bâtiment blanc et lumineux. Derrière ces lignes modernes, l'ancien et le nouveau se rassemblent avec plus de 900 œuvres qui racontent l'histoire de l'Antiquité à l'art contemporain. Dans cette série de podcasts, nous avons choisi de vous faire découvrir 5 œuvres majeures du musée. Mystérieuses, puissantes, surprenantes, elles ont chacune à leur manière traversé le temps pour faire écho à nos préoccupations contemporaines. La fin du XVIe, début du XVIIe siècle correspond en Europe au début d'une société de consommation mondialisée. Et en fait, ces 4 tableaux représentent cette société qui est une société d'échange à travers le monde et de consommation. Au XVIIe siècle, les natures mortes célèbrent l'abondance mais révèlent déjà l'excès. Des fruits trop mûrs rappellent la fragilité du temps, l'opulence est figée mais dévoile son revers. Aujourd'hui, ces images résonnent comme un écho à notre consommation effrénée. Ce qui brillait hier se ternit, le superflu s'entasse, les biens se succèdent, la valeur s'efface. Plus présente que jamais, la mondialisation laisse circuler les biens sans aucune limite et le gaspillage devient universel. La nature morte, quant à elle, reste plus parlante que jamais. C'est une série de 4 natures mortes, donc de représentations d'objets inanimés, qui ont été peintes par un même artiste, Ozias Berth, un artiste flamand qui habitait à Anvers à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. Relief au musée de Grenoble, Joëlle Vessière, conservatrice de l'art ancien. C'est un artiste qui faisait des natures mortes de manière un peu sérielle parfois pour le commerce. On a 2 tableaux où l'assiette de fruits est exactement la même. Pêche, pomme. Parfois les artistes prennent des raccourcis. Donc on a un papillon en plus à gauche, pas exactement la même assiette à droite. Ce type de détail-là, c'est ce qui m'a donné envie de parler de ces tableaux. Les natures mortes, c'est toujours, notamment en Flandre, des tableaux où chaque détail a une signification souvent morale, qui est souvent liée au passage du temps, au côté éphémère des choses, avec des fruits et des légumes qui sont en train de pourrir. Ou là, chez Ozias Berth, il faut se rapprocher, regarder tous les petits insectes, papillons, libellules, qui sont aussi une représentation du passage du temps. Et souvent, quand on regarde les natures mortes de ce temps-là aujourd'hui, on a tendance à les considérer sur ce plan moral comme un peu des absolus. Alors qu'en fait, au-delà de ça, elles représentent aussi une époque bien particulière, donc la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, qui correspond en Europe au début d'une société de consommation mondialisée. Et en fait, ces 4 tableaux, chacun par des détails différents, représentent cette société du début du XVIIe siècle qui est une société d'échange à travers le monde et de consommation. Les premiers détails les plus évidents, c'est les porcelaines peintes en bleu sur fond blanc qu'on associe déjà à l'époque à la porcelaine venant de Chine. Ozias Berth habite aux Pays-Bas, qui à cette époque fait partie de l'Empire espagnol. La devise du roi d'Espagne, c'était que le soleil ne se couchait jamais sur son empire, puisqu'il avait des possessions en Europe, en Amérique du Sud et en Asie, notamment aux Philippines. Le commerce de la céramique chinoise s'est beaucoup développé au XVIe siècle. Et tous les ans, voire 2 fois par an, il y avait un bateau qui partait d'Espagne jusqu'à Manille et qui revenait chargé de ces porcelaines. Un autre élément, une autre vaisselle qui en fait représente aussi cette mondialisation, mais qui est moins évidente pour nous aujourd'hui, c'est le coquetier. Donc on a
un magnifique coquetier en métal, donc probablement en argent. Au XVIe siècle, l'Europe est recouverte d'argent, enfin, en tout cas reçoit beaucoup d'argent, puisque à partir de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, les conquistadors espagnols découvrent en Amérique du Sud des mines d'argent inépuisables presque, qui paraissent inépuisables. Quand on pense aujourd'hui aux conquistadors, on pense à l'Eldorado, à la recherche de l'or. Et en fait, l'argent était vraiment le métal précieux qu'on fait venir d'Amérique du Sud, pas l'or. Justement, tout ça, ça représente beaucoup de richesse. Comment est-ce qu'on va faire le lien avec aujourd'hui ? Alors, on est chez des gens plutôt riches, plutôt bourgeois. C'est pas non plus des nobles. Des nobles. Parce que c'est assez simple dans la représentation, en fait. C'est pour ça que je veux dire ça. La représentation est très simple et je pense qu'il y a un petit côté, il y a un jeu là-dessus. Puisqu'à la fois on a des fruits qui sont très simples, comme des fraises, des cerises, et à la fois on a le coquetier, il est vraiment luxueux. Ouais, luxueux, tout à fait. Un fruit qui nous paraît simple aujourd'hui, mais qui l'est pas, un légume plutôt, c'est l'artichaut. D'accord, effectivement. Et les abricots aussi, on a des abricots dans le tableau d'à côté. Oui. Des fruits qui nous paraissent absolument naturels aujourd'hui, qui ne l'étaient pas, puisque ce sont des fruits qui ne poussent pas naturellement. Si on est comme moi et qu'on vient du nord de la France, on sait très bien qu'on trouve pas des abricots. L'artichaut, ça vient d'où ? Alors l'artichaut, ça vient du sud de l'Europe, d'Espagne et d'Italie. D'accord. Ouais. Ça monte en France au courant du XVIe siècle. D'accord. Après les guerres d'Italie, et c'est surtout un mets, ça et les abricots, qui est très apprécié des grands et des puissants. Raffiné, c'est la reine Catherine de Médicis. Aussi, on est sur l'abricot, sur un fruit qui est fragile. Oui. On reste dans une société où il n'y a pas la réfrigération. Oui. Donc il faut soit avoir son propre abricotier, soit avoir un fournisseur qui apporte à grands frais des abricots frais. Et à côté de ça, on a des pommes, des pêches. Mm-hmm. Ce que j'aime bien aussi dans ces fruits et par rapport à notre société actuelle, c'est que on a des décennies de normalisation des fruits et légumes. Et en fait, dans cette nature morte, quand on les regarde, on voit des fruits qui, pour certains, ne ressemblent pas vraiment à ce qu'on a l'habitude de nous voir. C'est pas des fruits de supermarché. Sur les étals. Au centre du tableau, qui est tout à gauche, on a un magnifique bouquet de tulipes. Et en quoi c'est étonnant alors ? C'est étonnant parce que la tulipe n'est pas, là encore, une fleur qui pousse naturellement en Europe. Mm-hmm. La tulipe pousse naturellement dans l'Himalaya. En Himalaya, incroyable. Voilà. D'accord, je savais pas. Et elle arrive en Europe via l'Empire ottoman. D'accord. Et les premiers bulbes de tulipe arrivent aux Pays-Bas au milieu du XVIe siècle. C'est le premier bulbe de tulipe. Et ensuite, il y a tout un travail pour acclimater les tulipes au climat. Mais c'est vraiment une nouveauté. Et comme toute nouveauté, ça attire les passions et ça fait un effet de mode. La mode de la tulipe se déchaîne. Et donc quand Ozias Berthe peint des tulipes autour de 1600, c'est vraiment une fleur qui est très liée à une sorte de mode... Il faut absolument avoir sa tulipe pour compter, quoi. Pour compter. Exactement. Et là, en plus, on a des tulipes qu'on appelle des tulipes cassées. Donc, en fait, ce sont des tulipes bicolores avec des pétales un peu échancrés. Et là, ça coûte encore plus cher. Voilà. En plus, il y a des types de tulipes qui coûtent plus cher. Donc, c'est vraiment une mode, ce qu'on appelle la tulipomania. Tulipomania qui va... quelques années après les tableaux d'Ozias Berthe, va finir par l'une des premières bulles, ce qu'on a pu considérer comme l'une des premières bulles économiques du monde. D'accord. C'est-à-dire que au-delà d'acheter un bulbe, de le planter et d'avoir une tulipe, le prix de la tulipe augmente tellement rapidement qu'un bulbe de tulipe entre
sa naissance et sa floraison peut être revendue 3, 5, 10 fois, D'accord. toujours plus cher. Et donc on a une inflation du bulbe de tulipe. D'accord. On rappelle que le sujet, c'est de faire le lien avec la consommation d'aujourd'hui. On est sur de la collection, sur de l'inflation, sur... C'est ça. Et la tulipomanie, alors ça a été vraiment poussé à l'extrême, hein, puisqu'on avait des bulbes de tulipes qui... la rumeur, hein, je suis pas allée vérifier, c'est difficile à vérifier, mais on dit qu'un bulbe de tulipe pouvait coûter autant qu'une maison. D'accord. Effectivement. Puisque il y avait une demande qui était telle que le prix de la tulipe augmentait et ça a vraiment été une bulle économique, c'est-à-dire du jour au lendemain, le prix a baissé. D'accord. Et vraiment comme la crise de 2008, mais pour la tulipe. Pour la tulipe. Et c'est vrai qu'on ça paraît un peu exotique de dire tout ça pour des fleurs, mais aujourd'hui en fait ces principes de consommation là, je vous dis les cartes Pokémon, les collectibles en ce moment. Alors là ça marque vraiment 2025, mais on parle beaucoup des poupées, des petits laboubous. D'accord. Qu'on accroche au sac, qui se revendent sur le marché secondaire avec des inflations de prix. Ouais. Et c'est vraiment en fait une société de consommation qui existe toujours, mais qui commence au XVIIe siècle. Et donc en fait, quand Osias Bert représente des tulipes, alors certes, il fait penser à la fleur qui fane, le temps qui passe, et justement la nature morte, c'est le passage du temps, mais c'est aussi nous-mêmes les questions qu'on a face à la société de consommation. Alors au XVIIe siècle, on se les pose pas selon les mêmes principes, et notamment on pense pas au réchauffement climatique, à la fin des ressources, etc. On se les pense plus en termes religieux et moraux, mais on se questionne sur cette accélération de la consommation à l'époque. Absolument. On voit quand même que le fond de ce tableau est très sombre. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que c'est pour faire ressortir l'avant, j'imagine? Oui. Le fond sombre permet aussi de donner à la nature morte une sorte de continuité hors du temps. Enfin, c'est-à-dire pour pas représenter de décor. Il n'y a pas de décor, donc la nature morte dure plus longtemps. Là, on est aussi sur des tableaux qui ont vieilli. Le premier plan, qui a beaucoup perdu en clarté. D'accord. Et quand on s'approche, on se rend compte, par exemple, on parlait de la coupe, on la voit à peine aujourd'hui. Sur le deuxième tableau. Sur le deuxième tableau, sur le premier, on a aussi un verre. Tous les effets de transparence ont presque disparu parce que le tableau a vieilli. Ce qui est aussi lié à une esthétique qui est celle des écoles du Nord au XVIIe siècle, qui est plus sobre. Dans quelques salles avant, on a une nature morte italienne, et on n'est pas du tout dans le même esprit. Hein. On est tapis luxueux, or, un peu tape à l'œil. Si vous souhaitez approfondir votre réflexion sur les phénomènes de mode d'hier et d'aujourd'hui, les natures mortes d'Osias Bert sont à admirer en salle 4 du musée de Grenoble. Le musée, entièrement gratuit, vous accueille toute l'année pour un voyage à travers les œuvres du XIIIe au XXe siècle, ainsi que de nombreuses expositions temporaires. Réalisation, Célia Bunier-Roman. Remerciements, Relief, Ville de Grenoble, Isabelle Touchard. Musée de Grenoble, Claire Gabin, Marie-Anne Télibert. N'hésitez pas à explorer les autres épisodes de cette série. À bientôt!